Présent pour ce conseil d'avant Noël, nous avons froid dans cette mairie, surtout à la tête. C'est pour ça que nous avons un beau petit chapeau ce soir tous, à part ceux et celles qui ne veulent pas être décoiffés. Mais sinon, nous avons tous notre... et je remercie la commission sociale qui nous a apporté ces jolis petits bonnets pour montrer... c'est à Pascal ? À Pascal Renou. Ah bah alors, on remercie Pascal Renou de nous les avoir prêtés. Ça nous permet d'avoir un petit clin d'œil pour Noël dans ces moments un peu difficiles. Je vous propose donc déjà de faire l'appel. Donc nous avons des personnes présentes ici. Ah, Monsieur Forestier est embêté avec le drapeau de la France. Je comprends. Là, je comprends. Okay. Ah, c'est pas tous les jours facile, hein, mais bon. Donc, je vous propose de faire l'appel en sachant que nous avons des personnes physiquement avec nous et puis nous avons des personnes numériquement avec nous aussi qui sont en visio et je les salue. Donc, Béatrice Latouche, elle est présente. Jackie Desserre n'est pas arrivé encore, je pense qu'il ne va pas traîner. Laurent Sutreau. Jean-Claude Ami. Présent. Corinne Bourrel. Présent. Michel Champy. Présent. Ingrid Liena. Présent. Jean-Paul Tricot. Présent. Céline Aubert. Présent. Mahmoud. Est-ce qu'il est en ligne ou il est avec nous? Il devrait être en... Ni l'un ni l'autre? Il doit être en visio. Il n'est pas arrivé encore au visio. Ok. Françoise Chantoiseau. Alexandra Corbeau. Philippe Delaunay est absent et a donné pouvoir à Michel Champy. Louis-Jean Nicolaï est absent et a donné pouvoir à moi-même. William Derouet a dit qu'il devait arriver normalement. En visio. Ok, on va attendre qu'il arrive. Graziella Lagan est absente et a donné pouvoir à Corinne Bourrel. Morgane Garot. Anaïs Serrin. Elle n'a rien... Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit ici? Elle m'a dit que je crois qu'elle arriverait peut-être en retard parce qu'elle travaille ce soir. Rosemarie Ledru. Présent. Jean Le Gallet. Présent. Gérard Lemoine. Michel Néron. Pascal Renou est absent et a donné pouvoir à Laurent Sutreau ainsi que les chapeaux. Annie Bouteloup. Monica Breton. Claude Éveillot. Jean-Marc Forestier. Roland Frison. Sonia Potier. Est-ce qu'elle a donné un pouvoir ou... Non? D'accord. Okay. Très bien. Parfait. Bah, écoutez, je vous passe du coup la liste d'émargement. Il me faudrait donc un ou une secrétaire. Oh, oh, oh. Qui veut être secrétaire? Non, c'est l'ancien. La commission sociale, ça fatigue. Alors, la dernière fois, c'était Madame Utreau. Utreau, non, bah, c'était... Bah, pourquoi tu me parles de Madame Utreau, ma chère? Non, le dernier, c'était Monsieur Michel Néron. Tu étais le dernier secrétaire de séance du dernier conseil municipal. Ça n'a pas marqué. Donc, du coup, j'aimerais une jeune et jolie jeune femme avec un petit chapeau. Qui c'est qui se propose, du coup? Moi, comme je dis, une femme. D'ailleurs, excusez-moi, Monsieur Néron, vous aviez pris le compte-rendu sur papier libre, je crois. Oui, ça fait... Et vous l'aviez communiqué dans les services? Non. Il faudrait que nous l'ayons, qu'on puisse le mettre dans le cahier de secrétariat. Ingrid, tu veux bien être secrétaire? Il faudrait que je puisse l'insérer dans le cahier de secrétaire de séance. C'est signé. Merci, Monsieur Néron, vous êtes bien aimable. Ingrid Liénard se propose d'être secrétaire, je la remercie. Merci. C'est nouveau dans le règlement, il faut faire signer le compte-rendu une fois qu'il sera validé. Nous allons commencer donc par l'ordre du jour, si vous le voulez bien. Ah, c'est dissipé à la veille de Noël, hein, comme ça c'est moins simple. Alors, l'ordre du jour, donc, je vous propose l'approbation du PV du Conseil du 23 novembre. Nous avons en affaires financières des décisions modificatives sur les budgets de Ronsard et sur le budget principal. Nous avons les ouvertures de crédit 2021,
Nous avons 2 dissolutions, un assujettissement, pas facile à dire ça, hein, de TVA, des tarifs communaux et une demande de financement auprès de partenaires financiers. En ressources humaines, nous avons un avenant du RIF 7 et une modification du règlement intérieur. Et nous avons des questions diverses et des informations. Et normalement, nous avons un ordre du jour complémentaire qui doit être sur table. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai pas. Que nous, on l'a. Je veux bien le tien, s'il te plaît. Et donc, l'ordre du jour complémentaire sur table est un ordre du jour que nous avons dû mettre en urgence à la demande de la communauté de communes, et je vous l'expliquerai tout à l'heure. Voilà, donc je vous propose donc de voter cet ordre du jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, la secrétaire de séance est posée. Donc maintenant, on a le procès verbal du conseil du 23 novembre. Est-ce que vous avez des choses à redire sur ce conseil, sur ce PV de conseil? Vous aviez des précisions à nous apporter? Tout à fait. On va vous apporter les précisions, mais est-ce que sur le compte-rendu, il y avait des choses ou pas? On va voter le compte-rendu, puis on va vous apporter les précisions. Non, je vous propose de... Les précisions d'avant? C'est un vote, alors je préfère passer le vote, puis après on va vous donner vos précisions. Donc, qui est contre ce PV? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, pour les précisions suite au PV, donc les précisions étaient sur la masse salariale. C'était ça? Entre autres. Alors bon, nous on n'a que ça. Mais sur le budget 2020, donc les dépenses de fonctionnement sont de 5 654 830 et la masse salariale sur ce total est de 2 256 984 et on avait parlé de pourcentage. Et donc la masse salariale à la ville du Lude, le pourcentage de la masse salariale sur le budget global est de 39,91%. Voilà. Du budget de fonctionnement. Du budget total de fonctionnement. Et si nous retirons les amortissements et les intérêts d'emprunt, puisqu'on peut aussi faire un calcul en enlevant en effet les amortissements et les intérêts d'emprunt, on arrive à 43,35% de masse salariale par rapport au budget global. Il y avait une autre chose, Madame le maire, c'était page 4 du document. Vous n'avez pas répondu à la question où en sont les dons en ligne. Page 4. Pour la jumenterie? Oui. Ah, d'accord. Ben, c'est sur le site, je suis désolée, je n'ai pas pensé à aller voir, c'est sur le site. Vous pouvez faire un prochain abonnement? Oui, mais en même temps, c'est accessible à tout public, Monsieur Frison. En fait, si vous allez sur la Fondation du Patrimoine, vous allez avoir le montant global de dons. Voilà. Et puis, une dernière remarque, une erreur à la fin du document, page 11, il est écrit que seul le docteur Lyon fait des ordonnances informatisées, le docteur Rapoto aussi. Sur la partie libérale, sur sa partie libérale, c'est possible, tout à fait. Parce qu'il fait, aujourd'hui sur la partie hôpital, il utilise le logiciel, donc du coup il doit le faire sur la libérale. Vous avez raison, oui. Monsieur Rakoto, tout à fait aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, exact. Mais c'est vrai que souvent, Monsieur Rakoto, on le considère comme un médecin de l'hôpital, en fait, plus que comme un médecin libéral. Parce qu'il a un mi-temps à l'hôpital, en fait. Et vous avez raison, tout à fait. Sur l'ordre du jour, donc nous avons un ordre du jour complémentaire qu'on vous a posé sur la table. Pourquoi il est sur la table? Parce qu'en fait, l'intercommunalité nous a fait une correction sur la constitution du groupement de commandes pour la fourniture du gaz. Sur la fourniture de l'électricité, il était nécessaire d'avoir 2 noms, et sur la fourniture du gaz, il est nécessaire d'en avoir 4. 2 titulaires et 2 suppléants. Donc, on avait comme nom qui avait été élu pour la fourniture de gaz, on avait M. Tricot et puis on avait M. Ami. Et je me rappelle très bien que M. Forestier s'était proposé. Donc comme il nous faut 4 noms, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour rejoindre le duo qui a été élu? Et du coup, il nous faudrait quelqu'un d'autre. Est-ce qu'une autre personne pourrait se positionner sur ce groupement de commandes pour la fourniture de gaz? Et puis on ferait, si vous le souhaitez, un vote groupé des 4. Voilà. Qui souhaiterait participer en tant que
sur ce groupement de gaz. Donc on avait Monsieur Tricot, Monsieur Champy. Très bien. Je vous propose qu'on passe aux voix sans passer par des bulletins secrets. Je pense qu'on peut le faire à main levée. Je vous propose donc de voter pour nos 4 représentants pour le groupement de gaz, c'est-à-dire Monsieur Tricot, Monsieur Ami, Monsieur Forestier et Monsieur Champy. Qui est contre ces 4? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Ils sont donc élus en représentation de la ville du Lude pour le groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et de services associés. Madame le maire, hier, à la réunion de la Comcom, nous avons déjà eu le résultat de la... Oui, mais sauf qu'il y a l'analyse et le suivi du dossier après. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de représentants. En fait, il y a eu Gaz de Bordeaux pour le gaz et Total Direct Énergie pour l'électricité. Tout à fait. Est-ce que vous en aurez me redonner les noms? Monsieur Tricot, Monsieur Ami, Monsieur Forestier, Monsieur Champy. Bonsoir, Monsieur De Serres. Il y a des chapeaux à l'entrée, si vous souhaitez, dans le petit carton. Oui, et contre le froid à la tête aussi. Ça protège les deux. Très bien. On reprend du coup le conducteur normal de notre conseil municipal. Et donc, on reprend en affaires financières les décisions modificatives. Et je souhaiterais qu'on donne le micro, s'il vous plaît, Jonathan, à Madame Borel, qui est notre adjointe aux finances, qui va nous présenter les décisions modificatives du budget Ronsard. Alors, le trésorier de la Flèche nous a informé qu'un certain nombre de titres de recettes étaient prescrits, faute d'action engagée de façon suffisamment adaptée dans la période précédant même l'arrivée de l'ancienne trésorière. Donc, ces créances figurent à l'actif de la collectivité, sans aucun espoir d'être recouvrées puisqu'elles sont atteintes de la prescription. Il est donc nécessaire d'apurer ces créances afin de rendre le patrimoine de la commune sincère. L'opération d'apurement consiste en l'émission d'un mandat global en compte 6718, appuyé sur la liste adressée par le trésorier. Donc au budget principal, il y a 4191,58 €, au budget assainissement 916,23 € et au budget Ronsard 453,19 €. Les crédits budgétaires sont suffisants sur les budgets donc principal et assainissement et l'opération nécessite par contre un virement de crédit pour le budget Ronsard. Donc, afin d'apurer les créances prescrites du budget Ronsard, il est nécessaire de réaliser un virement de crédit. Donc, en section de fonction en dépenses, donc on va prendre dans le compte 6188, fonction 314, 305 € et on va porter au 6718, fonction 314, 305 €. Alors, on a regardé, alors on n'a pas complètement le détail, mais c'est des très vieilles créances qui portaient du coup sur des loyers, des paiements de cantine, la halte garderie, avant qu'elle soit en communauté transférée. Voilà, en gros, c'est ce qu'on a trouvé. Ronsard, alors là, j'ai pas d'éléments. Ça devait être des loyers. Des loyers non payés, alors sachant que c'est pas vraiment un loyer, mais c'est de la location de salle en fait. Prestations. Oui, les prestations. Non. Donc, oui, c'est après. On en parlera tout à l'heure. Donc, bon, du coup, il faut voter. Oui, alors on va donc faire un vote par budget. Donc, le premier, c'est le budget Ronsard. Oui, monsieur le maire. Simplement, je voterai contre. Pourquoi? Parce que dans la présentation, on me dit que faute d'action engagée de façon suffisamment adaptée, là, la DGT nous dit qu'il faut annuler un titre de recette parce qu'eux ne sont pas intervenus dans les règles de l'art. Donc, c'est un effort de plus. Il y a eu la même chose d'ailleurs à la communauté de communes ou en commission des finances de la communauté de communes Giraud, on présente, ils n'auraient pas présenté ça comme ça en disant on ne peut pas recouvrir autre sur la nuit. Mais là, ils nous disent faute d'action engagée de façon suffisante
suffisamment adapté par la DGFiP. Alors, ça remonte malheureusement. Et si à chaque fois qu'il y a des changements, et c'est pour ça que ma démarche, je ne veux pas cibler le nombre de trésoriers en place qui subit la situation de sa prédécesseur et qui elle-même subissait. Et aujourd'hui, toutes les collectivités locales subissent ce genre de situation parce que les DGFiP n'ont pas de personnel adapté pour suivre le contentieux. Moi, je regrette. Les trésoriers municipaux, ils ont une caisse de cautionnement mutuelle. Et dans l'absolu, s'il y a une faute de la DGFiP, ils vont marcher sur cette caisse de cautionnement mutuel. Alors Michel, je comprends complètement ce que tu veux dire. Par contre, sur les premiers là, sur la cantine scolaire par exemple, pour le savoir, puisque en 2014, lorsque nous sommes arrivés, moi j'étais adjointe au scolaire, j'ai repris toutes les factures irrécouvrables avec le trésorier. Nous avons fait des courriers, nous avons convoqué les familles, etc., etc. On a récupéré à peu près 30% de la somme, mais les 70% qui sont restés, on n'a jamais réussi, même en faisant des saisies CAF ou des saisies sur salaire, on a eu beaucoup de mal à récupérer ces sommes. Et c'est vrai que là, c'est des sommes anciennes. Donc, je comprends que tu votes contre, il n'y a pas de souci, je le respecte complètement. Maintenant, de toute manière, il faut aussi que nous, on puisse financièrement, et tu le sais bien, le passer en nos-valeurs, parce que si on ne le passe pas en nos-valeurs, on va le traîner, hein, on va le retrouver l'année prochaine et l'année d'après. Moi, je note en nos valeurs, même si je partage ton point de vue, objectivement, ça sera des finances qui ne sont pas recouvrables, mais ce n'est pas de notre faute. C'est peut-être pas de la faute du trésorier actuel et du trésorier d'avant, mais c'est des trésoriers successifs. Je dis que la DGFiP ne fait pas son travail dans cette démarche. Et moi, la motivation, moi, je ne peux pas valider une motivation où la DGFiP reconnaît ses insuffisances. C'est quand même important. C'est comme le café, quoi. Toute autre observation, je l'aurais admise, en sachant que malheureusement, c'est probablement le fait qu'ils n'aient pas eu les moyens de le faire. Mais là, ils nous disent, ah ben, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais je comprends, je suis d'accord avec ça. Très bien, je vous propose quand même qu'on le passe aux voix. Donc, du coup, je dois vous annoncer que M. William Derouet vient de se connecter. Bienvenue William, avec nous. Et M. Benkachou. Et M. Benkachou aussi, bienvenue. À noter. Faut noter là. Donc, du coup, Corinne, je te propose qu'on passe déjà au vote pour les 305 € du budget Ronsard. Voilà, qui sont donc, comme je vous ai dit, des dettes de non-location, mais qui sont anciennes. Alors, qui vote contre? Une voix. Deux. Ah, je ne vous vois pas, vous êtes derrière. En fait, Gérard et son bonnet. Alors, je ne l'ai pas vu, Monsieur le Président, je suis désolée. Alors, deux votes contre, très bien. Combien d'abstentions? Une, deux, trois. Trois abstentions. Très bien, je vous remercie. Pour le budget, mais moi j'ai noté, vous voulez les noms, Madame Monsieur Néron et Monsieur Frison, les abstentions. Donc c'est Madame Bouteloup, Madame Breton, non, raté, c'est Madame Potier, merci. Et j'en ai trois abstentions, Monsieur Forestier. Très bien. Sur le budget, donc, on s'arrête toujours, c'est... Oui, alors on passe à l'emprunt variable. Oui, c'est ça. Donc en fait, afin de mandater les dernières échéances d'intérêt des emprunts à taux variable, il est nécessaire de réaliser un virement de crédit. Donc en section fonctionnement en dépenses, on prendra au 6188 fonction 314 800 € et on portera au 66 111 fonction 314 800 €. Donc ça veut dire que le taux variable de l'emprunt ayant augmenté, notre budget, on doit l'abonder, bien évidemment, puisqu'on paye un peu plus d'intérêt, si vous préférez, sur ce budget. Bonsoir, Monsieur Renaud, et bienvenue. C'est un mauvais emprunt. À l'époque. Après, le budget, enfin, de tête, hein, l'emprunt de Ronsard, il s'arrête dans 2 ans. Donc, mais bon, à l'époque, ça se faisait beaucoup, les taux variables, hein, beaucoup plus que maintenant. Ce genre d'emprunt, il faut porter un jugement sur la totalité Oui. de la période de l'emprunt, sur une échéance. Il est parfois intéressant le taux variable parce que, comme tu dis, sur la globalité, il y a des échéances qui vont diminuer et d'autres qui vont augmenter. Quand on lisse, en fait, parfois on gagne. Voilà. Et ça dépend des moments. Voilà. Donc, je vous propose de passer aux voix donc, ce transfert d'argent de 1 800 € pour financer
l'augmentation des intérêts de cet emprunt à taux variable. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons la même chose pour le budget principal. Voilà. Du coup, là, c'est la somme de 2220 € en section de fonctionnement dépenses, toujours, qu'on va prendre au 606 fonction 020 et qu'on va porter au 66 111 fonction 01. C'est des emprunts sur quoi? Alors, au budget principal, là, j'ai pas l'information, par contre. Je ne sais pas non plus. Non. Sur le budget, je sais pas. Ça peut être un emprunt sur une opération bien ciblée, mais à cause de certaines années, un multi-application. Parce qu'en fait, Ronsard est spécifique parce que c'est un budget annexe, en fait. C'est comme le camping, ça va être un budget annexe. Là, on est sur l'ensemble des bâtis. Ça va générer une demande d'emprunt importante. Sur un exercice donné, on prend un emprunt pour financer une partie de plusieurs équipements. Ça va prendre une année. Ouais. On vous donnera l'intitulé exact, je l'ai pas. Oui, aussi. Ouais. Alors, qui vote contre donc, ce basculement de 2200 € pour financer l'équivalent taux variable des emprunts? Qui s'abstient? Je vous remercie. Oui. De toute manière, c'est sur les emprunts que la commune a en cours. Alors, le point suivant, c'est l'admission en non-valeur de produits, ce qu'on appelle irrécouvrables, mais là, du budget principal. Je vais prendre la main si tu veux, Oui. parce que c'est un sujet... Oui, voilà. tout à fait. Donc, c'est une admission en non-valeur d'un montant global de 6 843,68. Ce montant correspond en fait à des recettes que nous devrions recevoir en termes de loyer de bâtiment que nous n'avons pas reçus suite à, on va dire, une fermeture d'entreprise qui... ensuite, il y a une démarche, comme vous le savez, lorsqu'on a des dettes sur une fermeture d'entreprise ou une cession, qui n'a pas été recouvrée. La difficulté sur cette... alors, je vais laisser la parole à Michel, parce que je sais qu'il veut intervenir sur ce sujet. On va te passer le micro pour qu'on t'entende bien. Merci. Oui, c'est une partie des loyers restants, puisque vous savez qu'on a déjà annulé la partie des loyers avant le règlement judiciaire. Hein, c'est pour l'opération du local Pontfour. Vous savez, la mécanique qu'il y avait quand il était en partie. Donc, dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire qui tend vers une liquidation, ça a été le cas. Hein. Donc, le trésorier avait fait une première demande globale, d'ailleurs, hein, pour l'ensemble des loyers. On avait donc, à l'appui d'un courrier, décidé, on leur avait notifié que, bien sûr, on annulait les loyers avant le règlement judiciaire, puisque là, on sait qu'il n'y a aucun recours. On est considéré comme créancier chiropractaire, là, donc on n'a aucune chance d'avoir. Par contre, la règle se confirme, puisque j'en ai eu encore la confirmation, puisque j'avais déjà eu vécu ça. Les loyers, à partir du moment où soit l'administrateur, parce que dans une opération de règlement judiciaire, vous avez un administrateur, un mandataire qui représente les créanciers et un liquidateur. Donc, il faut savoir, et ça, là aussi c'est le travail de la DGFiP, au moment de l'ouverture du règlement, de la procédure collective, puisque la procédure collective intègre les opérations de maintien, d'activité, de règlement judiciaire et de liquidation. Donc, la règle, c'est qu'à partir du moment où soit l'administrateur, soit le mandataire, soit le liquidateur nous a pas notifié la résiliation du bail, c'est qu'il considère qu'il avait besoin du bâtiment pour, là en l'état, puisque la liquidation a été assez rapide, pour vendre l'actif qu'il y avait dans le bâtiment, qu'il n'a pas pu faire parce qu'il n'a pas été cherché, il n'a pas été retiré les clés auprès du locataire, première faute. Et normalement, à partir du moment où il n'a pas supprimé le bail, la règle, c'est qu'il a l'obligation de payer les loyers post-règlement judiciaire. À
partir du moment où il y a eu le règlement jusqu'à la liquidation. Et là, le travail de la DGFiP, et Covid aidant, je me suis amusé à relire des revues très intéressantes qui m'empêchent de dormir après, en disant qu'il ne faut pas se tromper. La DGFiP, dans sa démarche, doit, en fonction de la réalité de l'opération, soit contacter l'administrateur judiciaire, soit contacter le mandataire ou le liquidateur. Alors, j'ose espérer qu'ils ont fait toutes ces démarches-là, et quand je dis j'ose espérer, c'est un euphémisme, parce qu'ils ne l'ont probablement pas fait, et je me réfère à l'instruction qui régit aujourd'hui les problèmes liés au recouvrement des titres de recettes des communes, qui, entre parenthèses, fait 120 pages. Alors, vous voyez la facilité à laquelle la DGFiP est par rapport au recouvrement des créances communales, et le receveur municipal, ce n'est pas l'ordonnateur, quand il y a un règlement judiciaire, qui prend l'initiative, c'est à la DGFiP de le faire. Et ça n'a probablement pas été fait, et aujourd'hui on a 6 800 € qu'on nous propose d'annuler une nouvelle fois, parce qu'il y a probablement carence de la DGFiP, ou carence de l'administrateur, ou carence du mandataire, ou carence du liquidateur. Monsieur Néron, le premier paragraphe dit le contraire. Considérant que toutes les opérations visant à couvrir ces créances ont été diligentées. Oui, le contraire est écrit. Oui, mais moi qui me démontre, qui me le disent. Oui, mais Voilà. non, mais là, on l'a écrit. Bien sûr, bien sûr. Mais ils sont parfaitement au courant, puisque. Alors, c'est pas monsieur, son nom m'échappe, le nouveau, là. Sigana. Lui, il arrive, hein. Mais il y a eu, quand on a accepté de payer les premiers loyers d'avant le règlement judiciaire, on leur a envoyé un courrier en leur expliquant pourquoi, et que pour la partie des loyers post-règlement judiciaire, ils devaient relancer une action en recouvrement auprès de l'administrateur, du mandataire ou du liquidateur. Mais ils ne l'ont probablement pas fait. Ou alors, s'ils l'ont fait, qu'ils nous en donnent les éléments. Parce qu'à ce moment-là, on va se retourner, si la DGFiP est clean, eh bien, on se retourne vers soit l'administrateur, soit le mandataire, soit le liquidateur. Voilà. Alors, je sais bien que, je ne vous cache pas que c'est des procédures lourdes à assumer pour tout le monde. Mais si aujourd'hui, on ne donne pas un coup de pied dans la fourmilière, sachant objectivement que la DGFiP n'a pas eu, et n'a pas aujourd'hui, à ma connaissance, le personnel adéquat pour suivre tous ces dossiers-là, qui sont des dossiers lourds. Mais si tout le monde se tait et on supprime systématiquement tous les titres de recettes, eh bien on va continuer comme ça. Voilà. Donc, dans la suite de ce que disait M. Néron, la commission finance, en fait, les membres de la commission finance, souhaitent, par un vote négatif à cette demande du Trésor public, montrer que nous ne pensons pas que l'ensemble des dispositions et des procédures juridiques de recouvrement ont été mis en œuvre, ou en tout cas on n'en a pas la preuve aujourd'hui. Et donc, clairement, je demande donc à la majorité, alors maintenant vous faites comme vous voulez, mais à la majorité de voter contre cette admission à non-valeur, dans l'attente d'avoir la preuve, en effet, que tout a bien été mis en œuvre, et c'est aussi une façon de montrer que nous ne sommes pas toujours d'accord dans toutes les demandes que peut nous faire le Trésor public. Voilà. Je pense qu'on a été au bout de notre explication. La démarche ira au-delà de la trésorerie de la Flèche, remontera à la trésorerie au Mans, pour que les trésoriers municipaux aient les moyens d'assumer le recouvrement des titres de recettes des communes. Parce que sinon, Alors, par rapport à ce que vous dites, M. Néron, en effet, l'idée c'est de se dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de personnel, parce que je ne sais pas si tout le monde l'entend, donc je répète, il faudrait qu'il y ait plus de personnel dans les trésors publics pour pouvoir assumer toutes ces procédures de recouvrement pour les collectivités. Maintenant, on sait aussi que les trésors publics sont en train de se regrouper, on sait que les services publics disparaissent tranquillement, sans faire trop de bruit de nos campagnes, et donc je ne suis pas sûre que l'objectif est d'avoir plus de personnel pour travailler ces notions de recouvrement, mais plutôt moins de personnel pour pouvoir gérer de façon plus drastique et diminuer le nombre de fonctionnaires. Mais néanmoins, je pense qu'il est important de faire passer les messages. Moi, ce que je souhaite aussi, et on en a démontré récemment l'efficacité, c'est qu'aujourd'hui, vous savez qu'à partir du moment où le titre de recette est fait, normalement, l'ordonnateur, la commune, n'a plus à intervenir dans le recouvrement. Monsieur Néron, je ne veux juste pas vous embêter, mais si vous ne prenez pas le micro, les personnes qui sont en visio ne vous entendent pas ni à la vidéo, et après, on me dit on n'entend rien.
Vous savez très bien que dans l'absolu, on a l'ordonnateur, la commune n'a pas le droit, à partir du moment où le titre de recette a été transmis au receveur, nous n'avons pas le droit d'intervenir dans les modalités ou dans la concertation, de la conciliation avec le débiteur pour l'aider au paiement. Sauf s'il y a convention qui est passée avec le trésorier, qui définit les modalités de connexion entre les deux services pour aider effectivement, puisque localement on peut très bien considérer que le mauvais payeur ne peut pas payer parce qu'il est dans une situation effectivement objective qui ne peut pas payer, ou alors vous avez des mauvais payeurs. Hein. Et sur place, je comprends que le trésorier n'est pas toujours en mesure de faire la part des choses. Moi, ce que je souhaiterais, en parallèle de cette disposition, parce que c'est prévu aussi, on peut déroger à cette situation d'interdiction de l'ordonnateur d'intervenir dans le recouvrement par convention. On définit clairement où commencent et où s'arrêtent les prérogatives de la commune dans le cadre des recouvrements. Merci, monsieur Néron. Il y a monsieur Forestier qui voulait intervenir. C'est juste un complément, il ne faut pas se faire d'illusions. Cette créance, ça ne sera jamais recouvré parce que suite à une liquidation judiciaire, c'est très difficile. Par contre, le but, il est bien, après le vote, de par le vote, il est bien de montrer que ça ne nous satisfait pas, quoi. Et qu'au moment X, si ça se reproduit, il faudra que chacun fasse son travail correctement. Voilà, le principe est là. Ouais, je vous propose de passer au vote. Donc, qui vote contre cette addition en non-valeur? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. L'ouverture de crédit des budgets principaux camping, Ronsard et assainissement. Madame Bourrel, le micro. Ah, Madame Bourrel, s'il vous plaît. Donc, avant que le budget ne soit voté, donc il est possible d'autoriser Madame le maire à procéder à des dépenses d'investissement dans la limite de 25% des crédits inscrits au budget de l'année précédente. Donc du coup, là, on a toute la liste par budget, les sommes qui sont autorisées. C'est 25% par ligne. C'est pour ça que vous avez le tableau aujourd'hui avec l'ensemble des lignes qui sont ouvertes et 25%. L'idée, c'est de pouvoir engager en fait des sommes avant le vote du budget. Alors évidemment, dans la limite des 25%, mais sinon, ça voudrait dire que la commune ne peut plus rien payer, ni les salaires, ni rien, jusqu'au vote du budget. Donc c'est pas possible, puisqu'en fait, on est bien une collectivité. Au 1er janvier, le budget 2020 est complètement fini, et donc si on n'a pas ce vote, on ne peut plus engager de moyens. Je vous propose donc de le passer aux voix. Donc, alors, vraiment, vous avez des questions, on passe 25% de chaque ligne. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Donc, je vous propose de passer aux voix. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et les agents, pour leur salaire, vous remercie. Bah non, mais c'est la réalité. Ok. Ensuite, donc, on avait... alors, je vais prendre la main pour les dissolutions, si tu veux. Oui. On a découvert qu'on avait 2 syndicats qui étaient encore existants dans nos textes municipaux. Donc, le syndicat d'études d'élimination des déchets et le Lazare-Rioui. Alors, le syndicat provisoire d'élimination des déchets, il a été créé donc, par rapport à l'installation d'une usine d'incinération dans le Sud-Sarthe, et en fait, ça n'a pas été fait. Et du coup, en fait, ce syndicat est resté en sommeil, mais il est toujours en sommeil, il ne sert absolument à rien. Donc, on demande une délibération. Il y a 800 € sur le compte. Donc, les 800 € seront transférés sur le compte de la commune. Avec 800 €, c'est déjà que ça. Oui, monsieur Néron, il faudrait lui donner le micro, monsieur Néron. Attendez, monsieur Néron. Par contre, je m'interroge sur le... Monsieur Néron disait qu'il était d'accord pour prendre les 800 € d'abord. Par contre, je m'interroge sur l'opportunité de demander à la commune de prendre une délibération, puisque dans cette structure du syndicat mixte, la commune n'a pas participé à la création de ce syndicat mixte. Ce syndicat mixte, il a été créé par le syndicat du Val-de-Loire, par le district de La Flèche à l'époque, le district de Sablé et une multitude de communes du Sud-Sarthe. Voilà. Dans la multitude de communes du Sud-Sarthe, il y avait le LUD et il y avait les 800 €. Non, mais
Oui, si le trésorier veut régler son problème comme ça, mais je veux dire qu'à titre personnel, la commune n'est jamais intervenue dans le syndicat d'études. Mais voilà, c'est tout. Mais on est membre. On accepte les 800 balles. Voilà. Oui, c'est ça. C'est Noël. C'est Noël, nous acceptons les 800 euros. Donc, qui vote contre cette dissolution? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'autre dissolution que nous avons, c'est Lazare Oui. Donc, c'est une association syndicale pour l'entretien du ruisseau Rioui. C'est où ça? C'est toute la rivière. C'est la rivière tout le ruisseau Rioui qui est vers la flèche, à gauche. Oui, voilà, oui. En bas de Bonfour, sur la route de la Flèche, enfin voilà, c'est un petit ruisseau. Et donc ce syndicat, il est en sommeil. Donc, alors là, c'est 3660 euros. Un peu plus que. Voilà. Alors en sachant que bien évidemment, c'est pas parce qu'on dissolue, qu'on dissout, pardon, Lazare-Oui qu'on n'entretient plus le ruisseau, hein, parce qu'en fait c'est notre compétence hein, néanmoins. Donc, mais maintenant, elle est aussi partagée avec la police de l'eau, etc. C'est les mœurs qui sont. Ah ouais. Je ne vais pas utiliser le micro pour vous répéter. Mais bon. Donc, je vous propose de voter cette dissolution. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Bon, nous gagnons 3660 euros ce soir. Merci beaucoup. Voilà. Nous avons l'assujettissement à la TVA du service d'eau potable. Monsieur Néron, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur l'eau potable? Vous adorez l'eau potable. J'espère qu'à Noël, vous buvez autre chose que de l'eau potable. Pourquoi ce clin d'œil? Je ne sais pas s'il est passé à la vidéo, mais alors disons, Vous avez de la chance que le bonnet me surchauffe l'esprit, sinon j'aurais pu avoir une réponse virulente. Enfin, bref. Oui, il y a une régularisation qui a été demandée par la trésorerie parce que, on va faire un petit peu d'histoire. Dans le cadre du contrat d'affermage en cours, qui arrête là bientôt, il y avait une possibilité qui est maintenant exclue dans les nouveaux contrats, c'est-à-dire que pour récupérer la TVA sur les investissements, je dis bien investissements, on devait passer par le fermier, c'est-à-dire Veolia. Une opération comptable, c'est Veolia qui récupérait la TVA, nous la reversait, enfin c'était très simple. Mais c'était une obligation. Alors que la TVA sur les recettes, je veux dire les redevances d'eau, là, c'est Veolia la percevait et il redistribuait au budget de l'eau simplement le hors-taxe. C'est eux qui géraient la TVA. Quand on a passé un avenant pour intégrer le budget de l'eau de 10C, on en a profité, en tenant compte des nouvelles dispositions, pour dire que on supprimait l'intervention de Veolia pour nous rembourser la TVA sur l'investissement. Et les services comptables de Veolia ont globalement repris ça en disant qu'ils ne géraient plus la TVA pour l'investissement et le fonctionnement. Ce qui fait que pendant 2 ans, je crois, c'est ça, 2 exercices, ils nous ont reversé des contributions TTC, alors qu'avant on les recevait hors taxe. Et il y a eu une ambiguïté là. Bon, alors quelqu'un à la trésorerie ou au service des impôts s'est rendu compte de cette anomalie. Et maintenant, on reconfirme bien la réalité, à savoir que la TVA sera gérée en assujettissement direct par la commune, par le budget annexe de l'eau. Et ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, c'est que la TVA indûment perçue pendant 2 ans, là, il va falloir qu'on la reverse à l'État, puisque Veolia nous l'avait transmis. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui la mise à jour de cet assujettissement TVA. Voilà pour l'essentiel. C'est jusqu'à quand le contrat en Veolia? Normalement juin, mais, 2021. Juin 2021, mais je pense qu'on demandera on a vu ça en commission des finances, de redemander la prolongation jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc on a toujours une ambiguïté, entre notre exercice comptable et puis le contrat qui était de juin à juillet. Et on avait toujours un semestre qu'on avait du mal à identifier parce que sur le 2e semestre de chaque année, ils faisaient des évaluations, des estimations. Vous avez pu le voir d'ailleurs dans le document, ce qu'ils appellent CAR, le document qui est fourni avec leur compte rendu annuel.
où ils mettent évaluation, estimation. Alors, il y a des moments où ils prennent en compte l'estimation du dernier trimestre, du dernier semestre, ou pas. Et ce qui fait que là, il y avait une nébuleuse, on n'arrivait jamais. Donc là, on en profiterait pour repartir de janvier, comme ça, ce serait plus simple. Mais est-ce que ça peut pas être l'occasion de revoir un contrat? Oui, tout à fait. Mais là, on va prolonger de 6 mois avec Veolia pour... voilà. Avant de refaire un appel d'offres, Prenez le micro. Jean-Marc. avant de refaire l'appel d'offres pour l'eau, il se fera pour le mois de janvier 2022. L'idée, c'est ça. Totalement. Alors, très bien, parfait. Et écoutez, je vous propose de passer donc au voix pour opter pour l'assujettissement au régime fiscal de la TVA à compter du 1er janvier 2021 pour le budget annexe de l'eau et d'accomplir donc toutes les formalités nécessaires. Ah ben non, je ne peux plus mettre mes lunettes parce que j'ai le bonnet. Alors, qui vote contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Pour les tarifs communaux 2021, vous avez donc reçu l'ensemble des tarifs qui ont été revus par toutes les commissions, et elles ont été revues extrêmement rapidement puisqu'il a été décidé par l'ensemble des commissions de ne pas bouger les tarifs 2021, qu'ils soient équivalents au tarif 2020. Pourquoi? Tout simplement parce que la situation 2020 est une situation compliquée pour l'ensemble des familles, que le Covid est arrivé, y compris le chômage partiel, et l'idée c'est quand même que nous soyons là en tant que service public pour aider l'ensemble des familles. Donc nous n'allons pas faire d'augmentation de tarifs. Nous vous proposons donc un vote de tarifs communaux 2021 à l'équivalent des tarifs communaux 2020. Avez-vous des questions sur cette proposition? Attendez, le micro s'il vous plaît, Monsieur Frison, parce que après on me dit sur les réseaux, on n'entend pas Monsieur Frison aussi. Par rapport au restaurant scolaire, est-ce qu'on pourrait savoir le coût du repas? En fait, ce que ça nous coûte à nous. Ah, oui, alors, pas de problème. Je vais reprendre les tarifs du restaurant scolaire. Donc, aujourd'hui, un repas, alors en 2021, j'ai envie de dire en 2020, à l'heure d'aujourd'hui en tout cas, un repas, donc vous avez, dans le coût, vous avez la nourriture, bien évidemment, vous avez alors quand je parle de la nourriture, nous aujourd'hui, à une époque, on achetait la nourriture, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque je rappelle qu'on achète les repas, en tout cas pour la partie, attention, hein, parce qu'il y a 2 coûts chez nous, hein, pour la partie du LUD, on achète à l'hôpital les repas, donc du coup on n'a plus le coût alimentaire, on va dire, puisqu'on achète, c'est une prestation de service. Et puis on a une deuxième prestation de service à Dissé sous LUD qui n'a pas le même prestataire, puisqu'aujourd'hui on va chez un autre prestataire. Donc aujourd'hui on achète le repas. Là-dessus, il faut rajouter en plus du coût d'achat du repas, le transport, puisqu'on va chercher le repas dans le véhicule. Ensuite, il faut rajouter les personnels qui encadrent, qui servent, etc. Le nettoyage des salles, etc. Aujourd'hui, un repas pour un enfant, on est à 10 € de moyenne sur la commune nouvelle. C'est-à-dire cumuler les sommes du LUD plus les sommes de Dissé, ça fait une moyenne de 10 € par élève. Et sur ces 10 € par élève que ça coûte à la collectivité, nous demandons donc aujourd'hui en 2021 3,95 € pour le quotient supérieur à 450. Le prix maximum étant 7,30 € pour un menu adulte. Alors c'est extrêmement rare, on en fait très peu. C'est quand des familles veulent manger, on peut faire des repas adultes, mais on n'en fait quasiment pas. Donc le tarif le plus cher, c'est pour le ticket occasionnel à l'unité des non-ludois, d'accord, des élèves donc qui sont bien à l'école, mais qui ne vivent pas sur notre commune, qui est à 4,80 €. Donc de toute manière, la collectivité prend à sa charge entre 60 et 80% du prix, pour être clair. Voilà. Il faut qu'on ait aligné Dissé sur le... Oui. Vous avez les tarifs en dessous de scolaire de Dissé sur lesquels nous lissons en fait dans les années. Bien. Le micro est parti où? Il revient, attendez, il revient le micro, il court le micro, il revient. Vous pouvez poser votre question à voix haute, elle sera sur la vidéo.
D'accord. Ça concerne les tarifs des cimetières. Oui. Le columbarium de Lelute pour 10 ans, le tarif est à 850 et il ne bouge pas, il reste à 850. Oui. Par contre, celui de Dissay sous Lelute est à 400. Oui. Et je sais qu'on avait échangé un peu en commission, savoir si on ajustait le prix de Dissay sous le LUD avec le LUD, c'est-à-dire une augmentation, pas d'un coup, mais régulière. Est-ce que ça a été pris en compte? Je n'ai pas le résultat. Mais... Donc il y a un lissage prévu sur 6 ans. Donc sur 6 ans, avec 75 €, c'est ça par, Ok, 75 € par an d'augmentation. 75 € par an sur 6 ans en lissage pour récupérer le tarif en effet entre le LUD et Dissay sous le LUD. Je vois pas. Merci. Bon, l'idée, c'est quand même pas d'avoir une mise à niveau directe, c'est compliqué, donc on lisse les tarifs. D'autres questions sur les tarifs? Je vous propose de les passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne la demande de financement auprès de différents partenaires. Nous avons... alors, je vous rappelle que sur le chantier école de la jumenterie, nous avons déposé un dossier pour un classement monument historique sur la liste supplémentaire, et donc l'État a décidé de classer la jumenterie sur la liste supplémentaire donc des monuments historiques. Et dans ce cadre-là, nous avons donc le droit d'avoir une subvention de la part de la Direction des affaires régionales des affaires culturelles, la DRAC. Pour pouvoir avoir cette subvention, il faut déposer un dossier, et pour déposer un dossier, il nous faut des subventions. Or, enfin, des devis, pardon, pas des subventions, les subventions viendront après, des devis. La DRAC n'intervient que sur des subventions d'investissement et pas de fonctionnement. Je vous rappelle que l'école, le chantier école, 80% de son budget, c'est un budget de fonctionnement, puisque c'est les salaires des enseignants, des encadrants, etc. et toute la démarche pédagogique. Nous avons 20% seulement d'investissement, les 20% correspondant aux outils, aux matériaux, etc., qui permettent de mettre en œuvre en fait la politique du chantier école, que ce soit de la taille de pierre, de la maçonnerie, etc., de l'enduit. Pour ceux qui ont été voir, vous avez dû voir, à titre d'information, ils n'ont pas eu de chance parce qu'on leur a volé des parties d'échafaudage sur le site de la jumenterie, donc voilà, ça c'est... Bref, ça ne nous aide pas parfois ce genre de choses, mais en tout cas les échafaudages sont là, ils ont commencé à travailler sur la maison du Valais et c'est très intéressant, l'ambiance se porte plutôt bien et comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a des jeunes Ludois qui découvrent les métiers du patrimoine et en sont très heureux. Donc, nous avons décidé de demander une subvention de la DRAC sur de l'investissement lourd, puisqu'en fait les 20% qui restent sont déjà subventionnés par le département. Et donc l'idée c'est de subventionner des travaux qui sont plus lourds et le plus gros des travaux sur la jumenterie c'est la toiture et la charpente, c'est-à-dire charpente et couverture. Donc ces charpentes et couvertures, vous comprenez bien qu'on ne peut pas demander à des élèves qui débutent dans le métier de monter et de faire une charpente et une couverture. Donc on est bien obligé d'avoir des professionnels qui viennent, font les travaux mais intègrent nos jeunes en formation pour pouvoir leur montrer le métier de charpentier, de couvreur, etc. Donc on a fait faire un devis pour l'ensemble de charpente et couverture de la jumenterie et de la maison du Valais, ça couvre l'ensemble. Donc le devis aujourd'hui il est de 202 246,11, vous ne l'aviez pas parce qu'on a reçu le devis hier soir. Donc 202 246,11 c'est le montant de toute la charpente de la jumenterie, la charpente de la maison du Valais, plus les couvertures. Alors là-dessus, bien évidemment, sont compris les gouttières, enfin tout le système, bien évidemment, complet. Voilà. Donc l'idée, c'est de demander une subvention sur cette couverture et cette charpente qui devrait commencer fin 2021, mais c'est pas sûr parce que tout va dépendre aussi de la vitesse à laquelle les jeunes travaillent, puisqu'en fait la couverture et la charpente ne peuvent être posées que si ils ont travaillé les murs, que les murs sont sains, qu'ils ont bien refait les enduits, etc., etc. Donc comme c'est une école, hein, donc on ne sait pas complètement à la vitesse à laquelle ils vont aller, tout dépend des jeunes. Bon là on a un groupe qui est plutôt intéressant, mais je vous rappelle quand même que ces jeunes sont
en formation sur une période courte de 8 mois maximum. Donc ça veut dire que en juin, les jeunes qui ont été formés cette année quittent le chantier et nous retrouvons en fait une vingtaine de jeunes nouveaux qui redébutent. Hein. Donc voilà. Donc, du coup, il faut aussi. Donc on est bien obligé de déposer les dossiers. L'idée, c'est que de toute manière, le dossier sera déposé. Si la charpente est faite en 2021, très bien. S'il faut la faire en 2022, on la fera en 2022. Mais au moins, on aura déposé le dossier. Voilà. Voilà. Avez-vous des questions sur cette demande de subvention? Non? Je vous propose de le passer aux voix. On déposera, on espère. Alors, dans le cadre de la liste supplémentaire, on peut aller entre 20 et 40%. Ça dépend. Voilà. Donc, on espère quand même qu'on sera dans le maximum, mais on vous redira ce qu'on pourra avoir. Voilà. Qui a fait le devis? Alors, le devis, c'est une entreprise ludoise, mais je vous rappelle qu'à ce moment-là, c'est un appel d'offres, donc de toute manière, on ne pourra absolument pas prendre une entreprise ludoise. Enfin, absolument pas. Si elle répond à l'appel d'offres et qu'elle correspond au montant. Mais ça ne peut pas être un argument. Vous vous rappelez, c'est illégal. Donc, dans le cadre d'un appel d'offres. Mais le devis qui a été réalisé, en effet, c'est une entreprise ludoise qui nous l'a fait et qui répondra. Hein. Et j'espère qu'au final, ce sera elle qui le fera. Je vous propose de passer aux voix. Donc, qui vote contre? Une voix? Oui. Qui s'abstient? Je vous remercie. Les points sur les ressources humaines. Un avenant par rapport au RIF 7. Vous savez que le RIF 7, donc je répète, on l'a vu plus d'une fois, hein, mais vous savez, c'est le règlement. Enfin, c'est ce qui réglemente en tout cas les revenus de nos agents avec les indemnités, etc. Et là, dans le cadre du comité technique, on a abordé cette difficulté du mode de versement du CIA. Alors, on avait décidé dans le premier RIF7 qu'on a voté, vous savez, le CIA, c'est la part d'indemnité qui est versée par la commune, qui n'est pas une part fixe, mais une part variable en fonction, en fait, de l'activité des agents, etc., en fonction de l'entretien avec son N+1, etc. Et ce CIA, on se proposait de le verser en une fois, d'accord? La définition du site, c'est clair. Complément indemnité annuelle. On avait décidé de le verser en une fois en décembre. Le problème, c'est que là, vous voyez, on va verser le CIA en décembre, on va verser le CIA 2019. C'est-à-dire qu'en gros, les agents, ils touchent une indemnité un an après la réalité de leur action. Donc on vous propose aujourd'hui de corriger ça et d'avancer en fait le versement de ce CIA. Donc de mieux de le verser en une fois en décembre, on vous propose de le verser en une fois en mai. Au moins il y aura 6 mois d'écart seulement et non pas un an. Ils pourront récupérer leur CIA plus rapidement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est juste on avance. Oui, le micro à M. Forestier, s'il vous plaît. C'est sur paye de mai. Oui. Donc versé fin mai ou début. C'est ça, fin mai, tout à fait. Alors c'est vrai que ça nous demandera du travail un peu plus parce qu'il va falloir aller plus vite, etc. dans l'analyse des entretiens professionnels, etc. Hein, mais je trouve quand même que c'est... Enfin, attendre un an pour une prime, c'est quand même... Voilà. Bref, donc on vous propose ça. Pas d'autres questions? En même temps, ça nous donne du boulot. Ben oui, ça nous donne du boulot. Il sera fait dans les temps. Mais je trouve que... je rappelle que l'idée du CIA, c'est quand même aussi de remercier d'une certaine façon le travail des agents. Donc s'ils peuvent l'avoir plus tôt, c'est quand même mieux. Voilà. Donc je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, les modifications du règlement intérieur. Alors là, c'est pareil, c'est une modification. Le règlement intérieur, nous l'avons voté dans le... Alors, je rappelle les règles. Aujourd'hui, les agents doivent prendre leur congé jusqu'à fin décembre de l'année en cours. Jusqu'à la fin des vacances même, parce que c'est un petit peu plus... C'est pas tout à fait décembre, puisque c'est à la fin des vacances, donc ça peut être début janvier. Nous, à la ville du Lude, depuis des années, on a porté ce délai jusqu'au mois d'avril. Nous avons été alertés, on en avait parlé en
On a été alerté par les syndicats suite à une demande d'un agent que ce n'était pas tout à fait normal puisque l'ensemble des collectivités demandent à leurs agents de prendre les congés jusque début janvier et non pas jusqu'en avril. Donc c'est-à-dire que nous, à Aulude, des congés 2019, on pouvait les poser en avril 2020. Vous voyez ce que je veux dire? Or, normalement, les congés 2019 doivent être pris en 2019 jusqu'à début 2020. Donc, c'était un avantage qui était donné aux agents depuis des années. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, il faut qu'on revienne à une situation légale et qui soit équivalente à l'ensemble des collectivités. Donc, on vous demande de corriger, donc de modifier le règlement intérieur du LUD pour le coller au règlement intérieur, j'ai envie de dire, de l'ensemble des collectivités nationales, et donc de reporter et de dire que la prise de congé doit se faire jusqu'au 31 décembre de l'année N. Donc en 2019, on prend ses congés jusqu'au 31 décembre 2019. En 2020, on prend ses congés jusqu'au 31 décembre 2020. Voilà. On cumule toute l'année et puis on prend ses congés. Avez-vous des questions sur, sur ce point? Tolérance jusqu'à la fin des vacances. Oui, il y a comme je vous disais tout à l'heure, il y a une tolérance jusqu'à la fin des vacances d'hiver, c'est-à-dire jusqu'à début janvier. Évidemment, puisqu'on prend des fois des vacances jusqu'au 4 janvier. Oui, c'est ça. Ben oui. Ah non, non, parce qu'en fait, c'était un cumul. C'est-à-dire que tu avais des gens qui prenaient, qui ne prenaient pas tous leurs congés pendant l'année, et donc ils les prenaient ensuite en urgence jusqu'en avril. Mais en fait, ils les recumulaient, ça reportait tout le temps. L'idée, c'est quand même d'avoir voilà, une gestion aussi plus simple, parce qu'en RH, c'est compliqué de valoriser des congés qui ne sont pas sur la bonne année. Hein. Donc, compliqué pour nous aussi. Hein. Ça veut dire que les congés tombent pour les janvier, c'est ça Oui. D'accord. Non. Non, c'est le 1er janvier pour nous. Dans la fonction publique. Année civile. C'est année civile. Ça veut dire qu'un employé pourrait prendre le congé non acquis. C'est-à-dire qu'en fait, le 1er janvier, vous commencez à travailler. Au 31 janvier, vous avez cumulé 2,5 jours de congé que vous pouvez prendre en février. D'accord? Mais bon, les gens ne les prennent pas forcément le mois suivant, enfin, etc. Ils les cumulent. D'accord? Vous cumulez 5 jours, 10 jours, etc., etc. Puis vous les prenez pendant l'année. Et si à la fin de l'année, vous n'avez pas pris l'ensemble de vos jours, d'accord? Actuellement, en fait, les gens, ils ne calculent pas forcément leurs jours, il leur en reste, ils se disent, bah, c'est pas grave, puisqu'on a jusqu'en avril pour poser nos jours. Donc, ils recumulent. Mais est-ce qu'ils peuvent les prendre en anticipé? Ah non. C'est-à-dire est-ce que quelqu'un en juin pourrait prendre la totalité de ses congés acquis de l'année? Ah oui, Maintenant, en anticipé. en titulaire. Oui. C'est une particularité de la fonction Oui. publique qui n'est pas le cas dans Oui. le privé, tout à fait. Monsieur. Oui. Par contre, si On acte le nombre de congés par an. Donc après, vous les prenez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que dans le privé, on acte les congés gagnés, c'est-à-dire un mois fait, un mois de congé. Voilà. 2 jours et demi à prendre. Mais par contre, de tête, les contractuels qui rentrent dans la collectivité ne peuvent pas non plus prendre les congés en anticipation. Mais par contre, en effet, un titulaire peut le faire. À partir du moment où, à la fin de l'année, il n'a pas pris plus que ce qu'il ne devait prendre, bien évidemment. Mais voilà. Oui, monsieur. Le risque qu'on peut avoir, c'est que les agents prennent leur congé. Attends, est-ce que vous pouvez parler devant le micro, s'il vous plaît? Le risque qu'on peut avoir, c'est que les agents prennent leur congé fin décembre, parce qu'ils vont se retrouver peut-être avec 3-4 jours à prendre, et puis à la dernière minute, c'est de la gestion. Et les prendre l'année d'après, au 2 janvier ou 3 janvier. Non, parce que normalement, ils s'organisent sur les congés avec leurs services, donc ils anticipent les congés. Donc non. Après, si vous voulez, aujourd'hui, on n'était pas dans la capacité de dire à l'agent, tu n'as plus qu'un mois pour prendre tes congés, puisqu'on accordait jusqu'au mois d'avril. Donc en gros, ça veut dire qu'en mars de l'année N+1, on disait attention, tu n'as plus qu'un mois. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire en novembre de l'année N, attention, tu n'as plus qu'un mois. Mais normalement, les congés, ils sont posés par service sur l'année. Après, si en effet on constate qu'il y a un souci d'organisation, eh bien, de toute manière, c'est la loi, parce qu'on ne peut pas aller contre la loi, hein, c'est comme ça, de toute manière, dans toutes les collectivités. Donc, si les autres y arrivent, nous, on devrait y arriver quand même. Et puis, je rappelle que les congés non pris, ben, ils sont non pris. Mais ils sont pardonnés.
Non, mais la tolérance, il faudrait peut-être aller jusqu'au peut-être 3 janvier ou Non. 4 janvier. Parce Oui, que c'est ce que je viens de la te semaine- dire. Ah oui, On te l'a dit, il y a une tolérance scolaire. jusqu'à la fin des vacances d'hiver. scolaire, Donc si d'accord. c'est jusqu'au 7 janvier, ça va jusqu'au 7 J'ai janvier. compris, d'accord. Mais pas jusqu'aux vacances de février. Juste un complément d'information, enfin, vous allez pouvoir fournir l'élément, c'est que vous commencez en 2021. Oui. D'accord. Donc les agents, ils auront un courrier ou prévenu, enfin ils Ils sont déjà prévenus. Ils sont déjà prévenus, d'accord, c'est ça. Avant de présenter au conseil municipal, on est obligé de tout présenter en CT, au comité technique, et en CHSCT. Donc on les a prévenus, mais ça fait longtemps qu'ils étaient prévenus en fait, parce qu'on en avait déjà parlé au CT du début d'année, ils le savaient. Comme si vous voulez, quand le syndicaliste est venu et nous a mis ça en avant, on en avait déjà parlé en fait, en disant bah voilà, on a été alerté par les syndicats que cet avantage qui était spécifique aux luttes devait être enlevé quoi, par rapport aux autres collectivités. Voilà. À titre d'égalité. Personne ne se réveille en novembre. Ah oui, non. Pas de risque. Très bien. Je vous propose de passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons fini l'ensemble des points à voter. Par contre, on passe au point d'information. Donc, on voulait vous informer sur les délégations, bien évidemment, que le conseil municipal donne au maire. Donc, vous dire que pour les bâtiments industriels, les entreprises ont été retenues après analyse des offres. On ne peut pas aujourd'hui vous donner la liste puisqu'on a un délai de prévenance, vous savez, entre le moment où on choisit les entreprises, le moment où on informe celles qui ont été choisies et celles qui n'ont pas été choisies. On ne peut pas donner les noms, bien évidemment, de ces entreprises. Mais on vous rappelle le montant des travaux, toute option comprise, parce qu'en fait, ce qui était intéressant dans l'appel d'offres, je vous le dis, c'est que nous avions fait une estimation de travaux, plus des options possibles. Et aujourd'hui, en prenant toutes les options, nous sommes en dessous du budget que nous avions calé. Donc aujourd'hui, le montant total est à 1 124 328,14. On avait prévu 1 338 445 sans option. Et là, on a toute option. Donc c'est plutôt bien. On a, vous voyez, quasiment 200 000 euros d'écart. Et avec beaucoup de réponses. Et là, on était très contents parce qu'on a tous les lots étaient pourvus, etc. Vous parliez de la communauté de communes. Tous les lots n'étaient pas forcément pourvus pour eux dans la démarche, alors que nous, si. Voilà. Donc, bon. Pour les bords de Loire, nous avons aussi analysé les offres. Je vous rappelle que nous avions 121 cabinets qui avaient pris le dossier de l'aménagement des bords de Loire. Nous avons eu 21 cabinets qui ont répondu. Nous les avons analysés avec la DDT de la préfecture en soutien. Et donc, nous avons retenu donc, le maître d'œuvre, qui est un cabinet que je ne peux pas non plus vous donner, mais qu'on vous donnera le nom la prochaine fois. En tout cas, sachez qu'il est retenu et qu'il va pouvoir nous présenter ses avis. Alors, en sachant quand même que, je rappelle pour les bords de Loire, l'idée c'est de travailler avec la population, avec les élus. Donc, il y aura des réunions pour qu'on travaille tous ensemble sur cet aménagement. Les entretiens pour le poste du service à la population en remplacement d'un agent qui part à la retraite, rappelez-vous, en 2021, ont eu lieu le 30 novembre. Nous avons retenu donc par voie de mutation Madame Mélanie Brunet qui arrivera le 1er février 2021 pour être en binôme avec la personne qui part à la retraite pour pouvoir se former. Alors pas se former parce qu'elle a déjà beaucoup de compétences, c'est quelqu'un qui travaille déjà dans une collectivité et qui fait déjà de l'état civil et du cimetière. Je rappelle que ce poste était un poste très spécifique avec la gestion de l'état civil naissance-décès, le cimetière et le nouveau logiciel que nous mettons en place. Nous avons retenu quelqu'un qui en avait les compétences. Voilà. Parce qu'on a eu aussi, et je le dis aujourd'hui, on a eu aussi des personnes qui ont postulé mais qui n'avaient pas du tout de compétences en fait. Donc on ne peut pas prendre sur des postes si spécifiques des personnes sans compétences. Le temps de formation serait beaucoup trop long et on aurait des difficultés avec nos habitants. Au vu des difficultés économiques liées à la crise sanitaire, on sait aujourd'hui qu'il y a une accentuation de la précarité des familles, on le sait bien. Donc, et nous n'avons pas pu organiser le Noël solidaire. Je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le Noël solidaire, c'est un petit marché de Noël où en fait les familles viennent avec leurs jouets, avec des jouets très peu chers pour les familles et pour pouvoir
faire en sorte que les enfants puissent avoir des jouets pour Noël. Il était vraiment dommage de ne pas pouvoir faire ce Noël solidaire et nous avons réfléchi avec le CCAS et puis la commission sociale et Céline à une solution pour pouvoir quand même faire en sorte que les enfants des familles précaires de la ville du Lude aient des jouets. Nous avons commencé à discuter avec nos associations humanitaires pour savoir si on pouvait trouver des solutions, ce qui n'a pas été possible. Donc du coup, nous avons décidé là de mettre en place donc un bon d'achat. L'idée, c'est nous avons contacté tous les magasins qui vendent des jouets au Lude, hein. Je le dis ouvertement, c'est bien, on est bien dans le frais local. Donc les magasins qui offrent des jouets au Lude, enfin, qui vendent des jouets au Lude, il n'y en a pas beaucoup, hein, bien évidemment. On a été les voir et on leur a proposé de compléter notre proposition. Donc nous, en fait, on fait un bon cadeau de la ville du Lude d'une valeur de 20 € par enfant ludois de moins de 12 ans sur condition de ressources, c'est-à-dire le quotient familial CAF le plus faible. Et les familles, quand elles vont dans les magasins de jouets, elles ont un complément en pourcentage. C'est 5% en plus. Donc ils ont 20 € de cadeau et en plus ils ont 5% de moins sur le prix du cadeau, du jouet. Voilà. Donc c'est un partenariat. Les Ludois sont la commune nouvelle, puisque Ardicien est un Ludois. Donc oui, tout à fait. L'ensemble de la commune et l'ensemble des enfants de moins de 12 ans en fonction du quotient. Donc pour ceux qui m'entendent et qui n'ont pas eu cette information et qui ont des enfants, je vous propose surtout de venir en mairie. Hein. Vous venez en mairie avec votre livret de famille, etc., pour pouvoir retirer votre bon cadeau, pour pouvoir ensuite aller acheter votre cadeau. Le 21 décembre. Le 21 décembre, il faudra venir retirer les bons cadeaux, tout à fait. Voilà. Donc on demande l'attestation CAF et l'avis d'imposition 2020. Et puis, bien évidemment, la preuve que vous habitez au Lude, ou à Dissé-sous-Lude, la commune nouvelle. Ensuite, donc, information sur la situation sanitaire et ses conséquences. Alors, on était bien évidemment tous, mais on va respecter la loi, bien évidemment, et on comprend toutes les difficultés actuelles. Néanmoins, nous étions heureux de travailler sur l'ouverture de notre cinéma. Nous étions heureux de pouvoir anticiper les vœux du maire, d'avoir des moments un petit peu festifs. Ben évidemment, tout est tombé à l'eau puisque il n'y a pas d'ouverture des lieux culturels anticipée avant janvier maintenant. Donc le cinéma n'est pas ouvert. Nous ne pouvons pas offrir la séance de cinéma aux enfants ludois comme c'était prévu puisque le cinéma est fermé. Nous ne pourrons pas non plus faire les vœux dans les conditions habituelles, que ce soit à Dissé ou que ce soit au Lude. Et ni les vœux aux agents non plus, puisque l'idée c'est de ne pas avoir de regroupement, bien évidemment. Donc on va faire des vœux filmés, on va filmer les vœux en lien avec LNTV qui va bien nous aider, on va filmer les vœux à la population et on va filmer les vœux aux agents. Donc les élus, on va vous demander de venir, pas tous ensemble en même temps, enfin voilà, on va respecter un certain nombre de règles, mais pour pouvoir participer bien évidemment aux vœux à la population. Les colis de Noël donc, ont commencé à être distribués cet après-midi. Il y avait une grande queue devant la salle Girard. Les bonnets de Noël étaient tous de sortie, n'est-ce pas Rosemary? Et vous y étiez dans une salle Girard décorée et avec beaucoup de succès, je l'avoue, parce que quand je suis passée, il y avait quand même beaucoup de monde à venir retirer les lots, enfin les colis. Et donc les colis restants seront distribués demain matin directement à domicile par l'ensemble des élus qui seront présents et qui peuvent donner un coup de main à la commission sociale. J'y serai avec vous. Et il n'y a pas eu de goûter de Noël, malheureusement, puisqu'on ne peut pas non plus se permettre dans les conditions actuelles. Voilà. Nous voulions aussi vous donner quelques informations diverses sur les dates de conseil 2021 pour pouvoir les intégrer dans votre agenda. Date prévisionnelle. Ce sont des dates prévisionnelles qui pourraient bouger au cas où. Le premier conseil après les vacances, ce sera le 22 février 2021. Il n'y en aura pas en janvier. Le 22 février 2021. Normalement, vous avez les dates sur votre conducteur, j'imagine? Non, ils ne sont pas sur le conducteur? Alors, je vais vous les donner. Donc, du coup, le 22 février 2021, c'est le premier conseil de l'année 2021. Ensuite, nous avons le 29 mars, le 10 mai,
Donc 22 février, 29 mars, 10 mai, 7 juin, 5 juillet, je vais les répéter, vous inquiétez pas. Donc 7 juin, 5 juillet, 6 septembre, le 6 septembre, le 18 octobre, donc 5 juillet, 6 septembre, 18 octobre et le 29 novembre. Voilà les conseils prévus pour l'année 2021. Et ce serait 18 janvier. Très bien. Nous n'avons pas eu de questions diverses. Monsieur. Alors, non, je vous rappelle que nous avons voté un règlement intérieur, Monsieur le Président, avec des Ce ne sont pas des questions, ce sont des informations. Très bien. Celles que vous n'avez Alors, pas, allez-y. celles que vous n'avez pas données, par exemple. Le 25 janvier, à Ronsard, hier ça a été annoncé à la Comcom, le président de la Comcom propose une rencontre de tous les élus, avec les élus locaux, Oui, sauf à Ronsard. oui. Une autre chose, la dernière J'ai réunion... accepté de prêter la salle, sauf que j'ai bien dit aussi que c'est sous réserve que nous puissions mettre à disposition la salle. Et une autre chose, l'information de la dernière réunion du SMVL a été un petit peu chaude sur le Alors, SMGM pour la... SMVL, syndicat mixte du Val-de-Loire qui gère les ordures ménagères, la collecte des ordures ménagères, avec à venir une augmentation de tarifs qui va faire râler beaucoup la population. Je sais que M. Hiverneau n'aimait pas qu'on parle des poubelles en conseil, mais j'aimerais bien qu'une prochaine fois que M. Ami, cette question-là soit évoquée, parce qu'elle concerne vraiment les habitants, quoi. Et là, il y a vraiment, au moins pour les représentants de la commune au SMVL, à entendre l'avis de nos partenaires. Une dernière chose, une information à nos chers collègues, quand on nous envoie un mail pour nous demander, par exemple pour l'invitation pour les bords du Loir, de rendre réponse, on peut répondre qu'à la personne, pas répondre à tous, parce que répondre à tous, on est inondé de mails. Donc j'ai su tous ceux qui viendraient, mais ça ne m'intéresse pas forcément, ça fait des mails entre eux. Et puis une dernière chose, une information... Juste pour répondre par rapport à M. Frédon, quand vous faites répondre, en fait, regardez, c'est marqué répondre à tous ou seulement répondre à celui qui vous envoie. Voilà, il faut juste vérifier de ne pas faire répondre à tous. Et puis une dernière chose, pour finir l'année en beauté, pour le Noël prochain, M. Renaud a eu hier une proposition très intéressante à vous faire. Ah bah si, ah bah si, ah bah si, ah bah si, vous assumez. C'était vous, M. Renaud. Alors, si c'est l'histoire du calendrier, je dis tout de suite que moi, il n'est pas question que je ne porte qu'un bonnet. Non, mais même Monsieur Dessert, même s'il faut que je porte bonnet et masque, si c'est tout ce que je dois porter, c'est pas possible. Mais il y avait des adjoints qui étaient d'accord. Après, Monsieur Renaud, si l'harmonie souhaite faire un calendrier avec des instruments de musique et un bonnet, c'est pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà. Il a un gros trombone, monsieur Renaud. Et puisque vous en parlez, que vous voulez des informations, mais je vais vous en donner une aussi en parlant de calendrier. N'oubliez pas que les pompiers ne peuvent pas se déplacer chez vous pour vendre leur calendrier. Mais ils sont aujourd'hui disponibles dans l'ensemble des commerces de la ville du Lude. N'hésitez pas à en acheter. Je vous rappelle quand même que la vente de ces calendriers aide les pompiers à sauver des vies tous les jours. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Et bonne fête de fin d'année, bon Noël et bon premier de l'an. Et surtout pensez à nos anciens qui sont dans la solitude, malheureusement aussi pour certains.